pour évoquer la sortie du syndicat national des journalistes du Cameroun, qui n'est pas très d'accord avec le guide de pratique du journaliste en période électorale, le guide qu'on a sous les yeux, c'est environ 9 pages d'ailleurs. Le syndicat dit ceci: déclaration du bureau exécutif national du syndicat national des journalistes du Cameroun. Le syndicat national des journalistes du Cameroun a pris connaissance du guide des bonnes pratiques journalistiques en période électorale, publié par le ministère de la Communication en septembre 2025. Tout en réaffirmant son attachement à l'éthique et à la déontologie qui doivent guider l'action journalistique, le syndicat dénonce avec fermeté les conditions restrictives imposées par ce document pour l'accréditation et l'exercice des journalistes durant la présidentielle de 2025. Norbert Baudet, vous allez nous retrouver l'aspect concernant l'accréditation. On verra ce qui dérange le syndicat. Non à la muselière sur la presse camerounaise. En effet, l'obligation de présenter une carte de presse en cours de validité, de ne pas être sous le coup d'une sanction du Conseil national de la communication, de démontrer que le média employeur est autorisé par l'administration et d'obtenir un double processus d'accréditation MINCOM puis ELECAM, exclut de fait une majorité, sinon tous les journalistes et organes de presse indépendants déjà confrontés à des obstacles administratifs et matériels considérables. La dernière session de délivrance de la carte de presse a donné à 6 journalistes sur 767 organes radio, télé, presse écrite cybernétique au Cameroun le précieux sésame. Même le média public CRTV ne pourra donc pas couvrir cette élection présidentielle. Liberté d'informer, droit d'être informé. Ces mesures constituent une atteinte grave à la liberté de la presse, pourtant garantie par la Constitution et par les lois de la République. Elles restreignent de manière disproportionnée l'accès des citoyens à l'information plurielle, indépendante et équilibrée en période électorale, moment crucial pour la démocratie camerounaise. Le syndicat national des journalistes du Cameroun rappelle que la carte de presse dans le contexte actuel, n'est pas accessible à de nombreux professionnels qui exercent pourtant de manière légitime. La menace permanente de sanctions administratives brandie par le Conseil national de la communication favorise l'autocensure et compromet l'indépendance des médias. L'accréditation conditionnée par le MINCOM et ELECAM ouvre la voie à des pratiques discriminatoires. En conséquence, le syndicat, organisation la plus représentative de la presse du Cameroun, premièrement, condamne fermement ces restrictions qui fragilisent la liberté de presse et l'égalité des médias dans la couverture électorale. Deuxièmement, appelle le gouvernement à revoir sans délai ces mesures afin de garantir à tous les journalistes un accès libre, équitable et transparent à la couverture du processus électoral. Demande aux journalistes de couvrir l'élection présidentielle dans le lieu où sa rédaction va le mettre en mission, de se munir de la carte de presse du syndicat national, d'une lettre de démission de son média. Invite les patrons des médias à la disposition des journalistes qui vont couvrir, de mettre à disposition de ces journalistes qui vont couvrir cette élection présidentielle une protection officielle de travail, notamment en note d'émission, invite les organisations nationales et internationales de défendre la liberté de la presse à se mobiliser aux côtés des journalistes camerounais pour exercer le respect des droits fondamentaux. Le syndicat national des journalistes du Cameroun réaffirme sa détermination à défendre par tous les moyens légaux et légitimes l'exercice libre et responsable du journalisme au Cameroun. Voilà ce que dit le syndicat après la publication de ce guide de pratique de journalistes pour la couverture de l'élection présidentielle. Ernesto Yéné, votre pied de communicant, de journaliste, pour répondre. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles je refuse de revendiquer l'exercice de ce métier ici au Cameroun. Et Lucien Mamba, mon mentor, m'avait souvent dit restez comme tu es là, n'entre pas dedans. Voilà encore une violation de la loi. L'article 4 du Code des droits dit qu'il est responsable de la gestion, de la supervision, de l'organisation du processus. Et il est comme qui doit nous dire quoi faire. Même s'il y a cette double accréditation, c'est une espèce de frein, de table par derrière qu'on vous donne à la presse. Et on se retrouve dans une situation où, je dis souvent que chacun va lire ici au Cameroun. Chacun des là à son tour, à son niveau et dans son domaine, si les gens ne se lèvent pas. Moi, j'ai bien apprécié la sortie de Mme Mario Robin, présidente du SNJC, qui a fait une publication sur son compte Facebook d'ailleurs, à cet effet, de dire que ce n'est pas maintenant qu'on va venir par la carte de presse quand on sait que les gens n'arrivent pas déjà à avoir la carte de presse. Vous mettez dans les conditionnalités des éléments que, en temps normal, les gens n'arrivent pas à avoir pour faire leur travail.
Est-ce qu'il y a des journalistes qui n'ont pas pu, qui ont déposé des dossiers pour la carte de presse? Oui, tu viens de il y a plus de 700 demandes. Avec 760. Avec l'ONG Monde Avenir. Avec l'ONG Monde Avenir, on a mené un plaidoyer dans ce sens-là. Quand on travaille dans le cadre de la dépénalisation des de presse, on a mis des plaidoyers dans ce sens-là auprès du MINCOM, qui a dit attendez, on va voir comment ça va se passer. Et on pointait du doigt ces élections, qui disaient que les journalistes ne sont pas en sécurité. Regardez tous les classements au monde en ce moment. Le Cameroun est le pays où nous sommes au fond partout. Même la situation des journalistes en ce moment pour les élections, nous sommes au fond. Ça devrait être une procédure banale et normale que les journalistes soient accrédités. Mais moi, ce que j'ai dit, Jean-Jacques, aux journalistes, c'est qu'avant les journalistes, vous êtes Camerounais, vous êtes électeurs. Qu'est-ce qui empêche que le citoyen Jean-Jacques Zé, dans son bureau de l'école publique de Koningui, fasse son métier? Donc, contournez cette loi-là. Il faut que vous aussi vous réveillez. Allez dans votre bureau de vote, votre téléphone. Soyez les journalistes dans vos bureaux d'électeurs. Rien ne l'interdit. Parce que la loi fait de chaque citoyen un journaliste carrément dans son bureau de vote. Donc si le MINCOM ne veut pas, se retirer de ça et laisser les CAM donner des accréditations normalement comme cela se doit, alors que chaque journaliste devient un observateur, un journaliste dans son bureau de vote le 12 octobre. Ce n'est que comme ça qu'on peut continuer au lieu de pleurer toute la journée. D'accord. Membre du club des journalistes politiques qui n'a pas de carte de presse, c'est compliqué, non? C'est compliqué. C'est encore que c'est la deuxième fois que j'ai demandé à avoir cette carte de presse. En 2019, on a essayé rien. Cette année, moi, je l'ai eu en 2015, je crois. La dernière vraie session. Voilà. Non, mais c'est qui nous amusera. Qu'est-ce qu'on te reproche? Voilà. Donc, pourquoi vous l'avez obtenu aujourd'hui, on voit même plus le visage sur votre carte de presse. C'est je ne sais pas. Peut-être la formation. Je ne sais pas. Une carte de presse qui est même vide de contenu. Et vous savez, à l'époque, on nous disait que quand tu es des faits, on nous a à l'époque que quand tu as cette carte de presse, tu as certaines facilités. Les réductions, je l'ai eu en hôtels. 2015 justement. 2015, on a vu la même vague. Mais aucune facilité. Voilà. Aucune. Vos amis au Sénégal ont des vous payez facilités. le même ticket, le transport en commun, l'avion, le restaurant, l'hôtel, tout. Ça ne change rien. Rien du tout. Sénégal, Ghana, c'est différent. La carte de presse est plus forte que la carte d'identité. La réceptionniste vous regarde que c'est quoi ça? Non, c'est la carte de presse, c'est quoi ça? Payez normalement vos députés. Et vous, même la tenue même de cette commission, la délivrance, je crois que c'est après une décennie désormais. C'est-à-dire que la dernière session s'est tenue en mai dernier. Mais il faudra encore attendre peut-être 10 ans, peut-être en 2000, peut-être 36. Il faut préciser que le président, c'est Séverin Tchounkeu. Oui, bon, encore que... Equinox, qui ne se plaint pas, qui ne nous dit pas pourquoi les sessions ne se tiennent pas régulièrement. Encore qu'aujourd'hui, lui-même, il est mis en débat pour ne rien travailler comme secret. Il vient là, peut-être pour les jetons de présence, puisque c'est même la secrétaire permanente qui gère désormais cette commission, qui est par ailleurs responsable de la communication, ministère de la communication. Il ne travaille aucun secret. La dernière tenue de cette commission nous donne de l'affirmer à Mondovision. Donc, on n'est pas contre la carte de presse. Ce serait même bien de l'avoir. Mais Jean-Jacques, pour l'obtenir, c'est comme si vous demandiez un visa pour voyager. Il y a des conditionnalités, il y a au moins 14 pièces à fournir. Je crois qu'avant la fin de l'émission, je vais retrouver cette fiche et je vais vous lister ce qu'il faut pour obtenir cette carte de presse. Et le journaliste n'a pas toujours ces données. Il faut demander la CNPS, il faut demander ci, il faut demander ça. Et Dieu seul sait comment le journaliste parfois soit employé. Et il y a des humoristes qui ont eu la carte de presse avant les journalistes. Bien sûr, Jean-Jacques. Vraiment, ce pays est formidable. et qui brandissent ça ceux qui exercent même depuis un certain moment n'arrivent pas à obtenir la carte de presse. Il y en a même qui ont obtenu la carte de presse comme certains obtiendraient les permis de conduire étant chez eux, sans avoir même souscrit. Mais en 2019, j'ai souscrit. En 2025, j'ai souscrit. Mais on a appris par voie de médias que 6 journalistes seulement ont obtenu cette carte de presse. 767 organes qui ont demandé. Ils ont dit 760 organes. Ça ne veut pas dire 760 demandeurs. C'est les organes qui ont demandé. Donc les demandeurs peuvent être au-delà de 10. Les demandeurs étaient même au-delà de 10. On a suivi de très près. Ça ne me sert à rien. Non, DP. Non, je dis je ne peux plus demander parce que ça ne me sert à rien. Non, c'est un droit, ce n'est pas une faveur aussi. Oui, j'ai dit ceci. Je l'ai eu. Et elle ne servait qu'à remplir mon portefeuille. Oui. Elle ne m'a jamais rien apporté.
Ouais. Mais j'ai ma carte nationale d'identité, donc c'est suffisant. Je suis un citoyen, ça La va. carte de presse sert à rien. Mais moi, puisqu'elle ne sert à rien, j'ai pour la de carte vrai. du syndicat. Mais c'est pas possible. Ça ne te sert à rien. Ça ne sert à rien. Dans la pratique. Mais on se rend compte, c'est ce que le CNG dénonce, que ça pourrait être des manœuvres restrictives. On veut limiter. C'est même muselier, la comme on l'a présence. dit dans le texte. Voilà, ce n'est pas innocent ce genre de sortie en ce moment précis. Jean Jaurès, la peur a changé de camp. Et le réflexe répressif est en train de se manifester. Le journaliste est une vigie. Et en de moments aussi charnières de la vie de notre nation, son rôle est de relever, de relayer et de propager les faits dans leur pleine authenticité. Vous avez donc la prétention d'être la formation politique la mieux ancrée sur l'étendue du territoire. Vous avez la prétention d'être omniprésent dans les institutions où se décident des grandes lignes de la vie de notre nation. Vous avez la prétention d'être nettement en dessus des autres petits partis politiques et des petits leaders d'opposition. Mais pourquoi avez-vous peur que l'élection présidentielle donne lieu à un regard neutre, équitable et impartial des hommes des médias? Ça veut dire que vous voulez cacher quelque chose. Et ce quelque chose que vous voulez cacher est connu de tous. Vous n'êtes pas populaire. Vous n'avez aucune assise de légitimité. Vous n'avez fait que tricher durant tout votre magistère. Et vous voulez réitérer cet exploit morbide. Le peuple souverain en a marre. Lorsqu'on décide de procéder à une scission de l'univers médiatique à travers, comment je peux dire, la mise sur pied d'une conditionnalité si lourde, si exclusive, cela veut simplement dire que l'une des exigences fondamentales de la démocratie, notamment la liberté d'opinion, est foulée aux pieds. On refuse donc que ceux qui constituent les régulateurs ou les baromètres de cette vie démocratique se déploient aisément. Je pense aussi que si cela arrive, et c'est du fait même des contradictions internes à la corporation journalistique. Aussi. Parce que, à la vérité, certains journalistes ont décidé de se complaire dans la corruption, appartenant au camp des mangeurs. La preuve, les titres tonitruants spectaculaires lorsqu'il faut ternir tel ou tel autre adversaire démontrent à sa société l'appartenance à certaines coteries. Si ce n'est un titre détonnant ou explosif, c'est un titre qui lave pour embellir, enjoliver même les personnalités les plus controversées dans ce pays. Donc aujourd'hui, il faudrait que les journalistes fassent leur aggiornamento et décident soit de s'affranchir et d'exercer pleinement leur métier, soit d'être toujours assujettis et subir les affres d'un pouvoir aux abois. Allons, on revient à toi tout à l'heure, le temps de gérer rapidement. Marcheur au téléphone, nous avons la chance d'avoir docteur David Eboutou qui est en ligne pour entrer pleinement dans notre thématique. Pourquoi un jeune soutiendrait la candidature de Paul Biya? Il est à la tête du CPF, un collectif de plateformes, ces plateformes-là qui soutiennent la candidature de Paul Biya. David, bonjour. Bonjour à vos invités, bonjour à tous les techniciens et à la communauté des auditeurs de Capital FM. Merci de me recevoir. D'accord, je porte cette question depuis dimanche dernier, après notre plateau sur Info TV. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir te la poser. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jeune David Eboutou, connu pour ses positions, puisse soutenir aujourd'hui le candidat Biya? Alors, ma réponse est simple. À la suite des réponses que je vous ai apportées sur votre plateau d'Info TV il y a quelques jours, et que je suis tout aise à rapporter ce matin, cette réponse est en droite ligne avec un travail que nous faisons au sein du collectif des plateformes 2025, entendez CPF 2025, depuis au moins 2 ans. Nous avons entrepris
d'aller à la rencontre de quelques leaders associatifs, politiques, des universitaires, des figures publiques bien connues, pour voir dans quelle mesure mettre en place un projet de réforme institutionnelle dans ce que nous avons appelé la transition politique refondatrice. Nous avons commis un ouvrage, un projet que nous avons appelé Manifeste pour la transition politique refondatrice, et nous sommes allés à la rencontre des différents candidats à l'élection présidentielle. Vous m'avez d'ailleurs vu prendre part à plusieurs conventions et congrès d'investiture de plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Il s'agissait en réalité de porter à leur attention cette idée-là qui part du fait que nous avons un pays aujourd'hui en état d'affaissement. Lequel état d'affaissement nécessite une refondation complète à partir d'un chantier qui doit s'appuyer sur des réformes institutionnelles. Il s'agissait donc pour nous, au CPF 2025, de chercher la figure qui devrait s'engager à assumer ce chantier de réforme au lendemain de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. En réalité, nous avions misé sur un consensualisme à travers justement des candidatures fortes. Nous avions quelques préférences. Parmi ces préférences, nous avions l'honorable Cabral Libi, nous avions Serge Espoir Matomba, et la réalité, c'est que dans nos itinéraires, nous avions pensé que les candidatures fortes se construiraient autour de ces personnalités politiques. Ayant jeté un regard froid, un diagnostic clair, qui nous amène à constater aujourd'hui que nous avons des leaders davantage égocentriques qui n'entendent pas se mettre ensemble pour définir clairement une posture assez solide pour combattre le régime RDPC avec son hégémon Paul Biya. Nous sommes donc revenus sur une perspective essentiellement réaliste, puisque nous voulons absolument voir notre projet politique de transition refondatrice aboutir. C'est à partir de ce constat que nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle le président candidat Paul Biya présente aujourd'hui de meilleures garanties pour se faire réélire au lendemain du 12 octobre 2025. Puisque nous voulons voir aboutir notre projet de transition, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc travailler à lui proposer notre projet afin d'engager le Cameroun sur la voie des réformes dès le lendemain du 12 octobre 2025. C'est pour cela que nous avons donc bâti un projet de transition qui revient sur les réformes que nous voulons voir engagées avec des préalables. Ces préalables sont lesquels? C'est de réunir autour de sa personne, dans ce mandat transitoire, des figures politiques, intellectuelles, quel qu'en soit leur bord idéologique, pour travailler justement à la reconstruction de notre pays, que nous avons tous en partage. Parce que parfois, quand nous parlons du Cameroun, on pense que le Cameroun appartient à une caste, à une petite oligarchie d'individus au RDPC. Que non, nous avons tous le Cameroun en partage. Et nous pensons qu'à un moment crucial comme celui-ci, nous pouvons donc fédérer nos énergies pour travailler à redresser notre pays pour qu'il redevienne au moins ce qu'il fut il y a encore 20 ou 30 ans. Donc, notre logique est donc claire. Nous ne sommes pas militants du RDPC. Nous n'avons même pas l'intention d'y prendre une carte. Ce que nous disons, c'est que à partir de notre diagnostic, il y a une figure qui semble avoir des meilleures chances de se retrouver à la tête du Cameroun au lendemain du 12 octobre 2025. Mais comme nous voulons absolument que le Cameroun s'engage sur la voie des réformes institutionnelles, nous lui proposons donc, nous lui avons soumis notre projet que nous avons baptisé Transition politique refondatrice pour qu'il engage le Cameroun dans ce projet de transition-là afin de laisser le Cameroun sur une piste qui pourrait être redécoulée avec de nouvelles énergies. Lesquelles nouvelles énergies viendraient de partout sans considération quelconque. Voilà en réalité notre postulat. Oui, David, pour mieux comprendre, vous avez soumis donc votre projet. Est-ce qu'il a déjà lu votre projet et il a accepté, ou vous attendez qu'il gagne pour qu'il lise votre projet? Notre projet a été porté à la très haute attention du candidat président Paul Biya. Et c'est à lui de l'intégrer dès le lendemain de son éventuelle victoire. Nous estimons que nous avons fait notre part.
nous lui avons dit, nous estimons, sur la base d'un constat froid, d'un diagnostic que nous avons posé à partir d'un document assez clair que nous lui avons soumis, qu'il pourrait s'en inspirer pour implémenter un certain nombre d'initiatives qui lui sont proposées et contenues dans ce document-là. Maintenant, à lui de voir comment l'implémenter. Et à cette question-là, il y a quelques pistes de réponse. Nous lui demandons de se positionner dans ce mandat transitoire au-dessus des clivages, d'être le président de tous les Camerounais. Il a dit qu'il voudrait qu'on retienne de lui l'image de quelqu'un qui aura apporté la démocratie et la prospérité. Nous constatons qu'il n'y a pas de démocratie parfaite dans quelques pays que ce soit. Il y a des démocraties à parfaire et ce chantier-là, il aura fait ce qu'il a pu. Le Cameroun peut être considéré comme une démocratie aujourd'hui. Mais sur le chantier de la prospérité, il a connu quelques succès, mais davantage des insuccès. Et nous lui proposons donc aujourd'hui des pistes pour redresser le Cameroun sur ce chantier économique qui pourrait donc donner sens à son concept de prospérité. Et à partir de là, nous disons que comme le temps lui fait défaut, il a 93 ans, il a un certain âge, il a passé un certain temps à la tête de la République, et il y a que l'atmosphère politique ne lui est pas totalement favorable aujourd'hui au vu de la conjoncture. Nous lui disons donc qu'il est préférable d'engager cette mandature dans une logique de transition, de manière justement à transformer les 2 prochaines années à venir le Cameroun pour qu'il devienne un véritable chantier de réforme institutionnelle. Et sur ce coup-là, nous disons que nous le soutenons pour qu'au lendemain du 12 octobre 2025, s'il est réélu, qu'il engage donc notre projet. Mais la décision finale lui revient, mais nous estimons que nous aurons fait notre part. Ça veut dire qu'on n'a aucune garantie là. Il peut décider de ne même pas vous écouter. Mais il sera élu avec votre soutien. Le document est à sa haute portée. C'est à lui de décider s'il implémentera ou pas. Mais nous avons fait notre part. Mais David Ebouto, est-ce que ça n'aurait été plus facile, ça n'aurait pas été plus facile d'aller vers ces candidats qui proposent justement des réformes institutionnelles profondes et avoir un peu de patience pour que ces réformes-là puissent être implémentées par quelqu'un qui vient avec déjà cette ambition-là? Si vous m'avez écouté attentivement, je vous ai dit que nous étions dans cette démarche-là depuis au moins 2 ans. Et en réalité, nous avons fondé notre démarche sur une approche consensualiste. Nous nous disions que sur une perspective essentiellement réaliste, un candidat en même de créer un rapport de force avec le candidat du RDPC serait le candidat qui serait à la tête d'une coalition assez forte. Vraiment pas des consensus imbriqués, précaires que l'on voit ici et là. Pas des consensus que l'on voit là et dont certains sont même contestés. Ce que nous disons, c'est que nous avons pensé à partir des leaders que nous avons soutenus et qui ont quand même des itinéraires assez crédibles. Cabral Lidi aujourd'hui a un itinéraire assez crédible et nous avions fondé pendant longtemps l'espoir que des candidats qui ont balbutié pendant 2, 3, 4 ans aujourd'hui s'alignent derrière une candidature comme celle-là pour lui donner du poids et faire face à la candidature de la mastodonte Paul Biya. Et ayant constaté, et c'est à regret que je le dis, un échec flagrant de cet itinéraire-là, nous avons donc pris l'engagement et le courage de constater que s'il y a eu échec, forcément, celui qui est là et qui présente des meilleures garanties pour se retrouver là au lendemain du 12 octobre prochain, c'est Paul Biya. Et nous ne le disons pas de gré de cœur, nous le disons surtout parce que nous voulons voir aboutir notre projet, notre manifeste de transition politique refondatrice. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, nous assumons notre position à nous dire, nous avons fait notre part. Nous avons produit un livre, un document que nous lui avons soumis. Le fait qu'il ait réceptionné montre très clairement qu'il y a certainement une volonté d'impliquer cette approche-là. Maintenant, je sors par votre question de façon directe en rappelant que ces candidats de l'opposition, si effectivement ils avaient dégagé plutôt un consensus fort, nous les aurions certainement contraints à adouber notre programme, notre manifeste,
pour que celui-ci soit implémenté dans le cadre de ce que nous voulons voir aboutir au lendemain du 12 octobre prochain. Malheureusement, ils en sont encore aujourd'hui, à moins de 2 jours du début de la campagne présidentielle, à chercher qui sera candidat consensuel ou pas. Voyez-vous, nous sommes réalistes, pragmatistes, et c'est fort de cela que nous, en voulant gagner sur le temps et voulant voir notre projet aboutir, avons choisi courageusement d'accompagner celui qui peut nous garantir l'implémentation de notre projet manifeste de transition politique refondatrice. David Eboutou, vous gardez la ligne. Y a-t-il des réactions en plateau concernant la sortie et l'engagement de CPF 2025? Lui, David Lobé. David Eboutou, écoute. David Eboutou, bonjour. Bonjour, mon ami et frère. Bonjour, très cher frère. Alors, tu invoques dans ton propos tout à l'heure l'affaissement de l'État. Et je pense que cette situation déplorable est imputable à la gouvernance de celui qui est au pinacle à l'heure actuelle. Est-ce que tu n'es pas en pleine contradiction lorsque tu veux renouveler ta confiance et incites le peuple à lui renouveler également sa conscience alors qu'il est le principal responsable du dérèglement de notre pays? Merci beaucoup. Merci beaucoup à mon frère et ami Louis-David Lobé, que je n'ai plus revu depuis plusieurs années. J'espère le revoir très bientôt. Alors, mon cher ami Louis-David Lobé, quand nous parlons de transition, nous parlons d'un nouveau départ. Nous parlons de nouvelles perspectives à tracer. Nous parlons d'un prologue à redéfinir. Et nous estimons sur une perspective essentiellement réaliste en partant d'un questionnement simple. Le questionnement, c'est celui-ci. Qui, au lendemain du 12 octobre prochain, à la lumière des réalités sociopolitiques actuelles, est à même d'adouber un programme qui milite en faveur d'une transition pour justement l'implémenter et nous laisser un Cameroun sur une meilleure pente. Nous, à partir des éléments que j'ai évoqués tantôt, estimons aujourd'hui que c'est le président Paul Biya. Pourquoi? Simplement parce que ce mandat qui arrive n'est pas un mandat qu'il vient chercher et qui peut être comparé à des mandats qu'il a eus il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 15 ans. Oui. C'est un mandat qui arrive à un moment où il a un certain âge. C'est pour cela que, pour rester pudique, nous considérons que c'est un mandat naturel où, justement, l'épilogue divin s'impose. Donc, le décret divin peut s'imposer à lui à tout moment, fort des considérations qui peuvent être tirées de la parole sacrée, à savoir, par exemple, qu'il est venu pour un homme de vivre jusqu'à 70 ans et pour les plus robustes d'aller jusqu'à 80 ans. Ça, c'est les Écritures saintes qui le disent. Et moi, je suis chrétien et je dis donc que le président Biya fait partie certainement des plus robustes sur une perspective essentiellement chrétienne. En intégrant cela, nous estimons donc que lui-même a pris l'ampleur et la mesure de la situation. Il faut qu'il nous laisse un pays au moins debout, qui est prêt à se relever. Que peut-il donc faire? Nous lui suggérons donc de baliser, de transformer, lors des 2 prochaines années, le Cameroun en un véritable chantier. Pourquoi? Parce que durant toutes ces années qu'il a passé à la tête de l'État, je l'ai bien rappelé, il y aura eu, sauf si on est intellectuellement malhonnête, il y aura eu quelques succès, mais davantage des insuccès. Je l'ai dit. Mais nous, dans notre démarche, nous ne sommes pas venus avec des idées incantatoires. Il y a tout un document avec des idées précises que nous lui avons soumis et estimons simplement qu'il doit aujourd'hui engager le Cameroun sur le chantier des réformes institutionnelles-là en impliquant toutes les énergies, quel que soit leur bord, idéologique, militant, partisan, quel qu'en soit, d'où elles se trouvent ces énergies-là pour travailler à la relève de notre pays. Voilà en réalité ma mission. D'accord. David Lobé, une autre question, Victor Ernesto Yéné. Oui, bonjour David, pour qui j'ai une amitié et un respect éternel. Fraternel, nous sommes des frères. Voilà. Donc, David, que réponds-tu que dirais-tu à ceux qui pensent que celui sur qui tu fondes cet espoir, celui sur qui tu as des attentes de réformateur, celui sur qui tu vois à qui tu prêtes des idées de réformisme dans le prochain mandat, n'est plus là en fait. Parce qu'il a été élu en 2018
et il a par délégation de pouvoir donner le pays à quelqu'un. Que réponds-tu à ceux qui pensent que nous sommes en ce moment, le pays, le Cameroun en ce moment, au milieu d'une guerre des clans de ceux qui sont dans la mangeoire? Est-ce que c'est sur ceux-là que tu penses qu'on peut compter pour avoir les idées que je salue, que tu as présentées? Je salue aussi quand même l'équilibre avec lequel tu doses tes arguments. Mais est-ce que tu penses vraiment que ce clan-là, ce groupuscule-là, peut encore implémenter les moindres volontés de celui qu'on dit qu'il a déjà laissé tout à une génération qui ne veut rien faire? Si on